Bonjour tout le monde, enfin, bonsoir. On se retrouve donc ce soir pour un magnifique petit live sur les 2 ans de Mikel Arteta à la tête des Gunners. Il a fêté ses 2 ans le 20 décembre dernier. Comme vous pouvez le voir, donc je suis en bas à gauche de votre écran. J'ai laissé mes deux invités extérieurs à Arsenal, on va dire, de ce soir en haut de votre écran. À gauche, en haut à gauche, donc Geoffrey Point Lane. Salut Geoffrey. Salut, salut à toi, salut à tout le monde. Un vrai plaisir à chaque fois d'être invité par Arsenal French Club pour parler de tout, de l'actualité. Donc là, ça va être plus une émission un petit peu en rétro, on va dire, un petit bilan, mais toujours un plaisir d'être parmi vous. On y est très très bien accueillis. Eh ben merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Et puis je rappelle que tu es journaliste et donc expert du foot anglais depuis plusieurs années. À ta droite, Mathieu Faury. Salut Mathieu. Salut les gars, merci pour l'invitation. Mais pas de souci, merci à toi d'avoir accepté. Tu es donc, vous pouvez le retrouver sur RMC Sport tous les week-ends, soit derrière la caméra, soit devant la caméra parfois. Mathieu qui est donc correspondant pour RMC Plus Sport derrière. à Londres, plus derrière, je sais, mais ça t'arrive parfois d'être devant, de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, Mathieu. Et puis pour présenter, voilà, à l'intérieur d'Arsenal French Club, vous les connaissez chaque week-end dans les débriefs. Thomas et Corentin, salut les gars. Salut. Salut à tous. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous avais préparé petite question de début pour définir, on va dire, en trois mots, on va respecter les 3 mots, comment vous définiriez les 2 années de Mikel Arteta à la tête d'Arsenal. Comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Geoffrey, je vais commencer par toi. Voilà, si tu as 3 mots pour définir le règne pour l'instant de Mikel Arteta, en tout cas les 2 premières années. Ouais, ouais, donc on va dire de décembre 2019 là, ouais, à fin décembre, mais si évidemment on peut dépasser. 3 mots, c'est compliqué, mais finalement, bon, quand on voit un petit peu les régularités, on va dire, d'Arsenal, bon, déjà depuis plusieurs années, depuis la fin de l'ère Wenger avec Emery, et puis avec Arteta aussi, quand on prend la globalité, mais quand on voit un petit peu ce qu'a donné, on va dire, les performances d'Arsenal, on va dire, lors des derniers matchs, et on pense un petit peu qu'il a un petit peu trouvé sa formule. Et puis après, ce qu'il a aussi gagné, car il a gagné, etc. Malgré voilà, quelques coups durs, on va dire, pendant toute son ère jusqu'à présent, je pourrais dire, allez, pas trop mal. Ok, pas trop mal. Mathieu, à toi de jouer le jeu avec ces trois, Ça, trois petits mots ça fait pour une définir. expression en 3 mots. Mm. Moi, je vais dire projet, jeu, jeune, en 3 mots. Pour C'est- détailler un petit peu, je pense que depuis le tout début, Arteta déjà, il met un projet en place à travers le jeu et à travers les jeunes. Je pense que c'est déjà une ligne qui se voyait avec plus ou moins de résultats au début, enfin même très compliqué au début et jusqu'à ce début de saison. Mais je pense qu'il s'est toujours tenu à cette ligne-là, de créer, j'aurais pu dire identité. Je pense qu'identité, c'est ce qui résume un peu ces 3 mots aussi. Il essaie de créer un projet qui va partir sur la durée en se basant sur des jeunes joueurs. C'est ce qu'il a fait depuis le début, c'est ce qu'il a fait avec les transferts extérieurs, les joueurs qui ont quitté le club. C'est ce qu'il a fait avec les transferts intérieurs, les joueurs qui sont arrivés, majoritairement des jeunes. Un projet de jeu qui se met de plus en plus en place, qui a été très critiqué parce que irrégulier pendant 2 ans. Et au final, il y a quelques résultats. Il y avait quelques résultats déjà auparavant. Déjà avec la FA Cup puis le Community Shield gagné très rapidement au bout de 6 mois. Et ensuite, les critiques qui sont revenues parce que c'était redevenu très compliqué, irrégulier. Et au final, ça commence à se mettre en place. Tu tutoies la qualif européenne, donc projet jeu jeune qui commence à avoir du succès. On va en Mm. parler. C'est vrai qu'on aura le temps de détailler tout ça. C'est vrai que tu l'as dit, donc Arsenal quatrième pour l'instant de Première Ligue cette saison. Ça faisait longtemps qu'Arsenal n'avait pas tutoyé les places en Champions League. Bon, la saison n'est pas encore finie et on aura le temps d'en reparler. Corentin, tes 3 mots pour définir ces 2 ans d'Arteta à la tête des Gunners. C'est vrai que 3 mots, c'est quand même compliqué pour définir son passage, parce que il a quand même traversé beaucoup d'épreuves en seulement 2 ans. Mais moi, ce que je retiens, c'est voilà, le projet encourageant et positif. Je trouve qu'il nous a redonné, il a redonné beaucoup d'espoir au projet pour les supporters. C'est-à-dire, il a redonné de l'espoir aux supporters
sur une courte période où le passage d'Emery a un peu laissé un goût amer, notamment dans les gros matchs. Je pense par exemple face à Tottenham, où là, récemment, où on a senti une vraie communion avec le public, avec l'équipe et avec Arteta. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un switch dans le début de la jeune carrière d'entraîneur d'Arteta. Mm. Et je pense qu'il n'y a que du positif à en tirer pour l'instant et très encourageant. Et ce switch, Voilà. on va en reparler, ce switch est tout de même assez récent depuis quelques semaines, enfin depuis le début de la saison, après justement les 3 premiers matchs qui étaient assez catastrophiques et où Mikel Arteta était un peu sur la sellette. Thomas, ton avis, tes trois mots, même si vous avez tous dépassé, mais tes 3 mots plus explication, on va dire, pour définir Arteta. Faut je vais essayer de rester sur les 3 mots. Moi, j'ai choisi adaptation, incarnation et process. Process, évolution, voilà, autour de ça. Le fameux trust the process. Trust the process. Ouais. C'est bien, Thomas, tu as été le bon élève de cette première question. Voilà, on a introduit le sujet justement de Mikel Arteta. On avait fait une émission, nous, il y a 1 an pour faire justement le bilan de sa première année. Je pense que là, ce qu'on aura à dire, ce sera vraiment pas du tout la même chose par rapport à ce qu'on voit depuis le début de saison. Justement, Geoffrey, je vais me tourner vers toi. Quelle évolution tu as pu voir, toi, depuis l'année dernière? La première année a été compliquée pour Arteta malgré la FA Cup et le Community Shield. Sa première année a quand même été assez compliquée. Comment est-ce que tu as vu cette deuxième année d'évolution avec notamment ces 4 premiers mois de cette campagne 2021-2022? C'est vrai qu'en occultant, on va dire évidemment les 3 premières journées, où c'est vrai aussi, mis à part Brentford, même si tu sais pas trop non plus à quoi t'attendre quand tu vas à Brentford, en plus dans le nouveau stade qui est quand même assez merveilleux. C'est un début de saison compliqué, même si on pensait pas non plus qu'Arsenal allait au-delà de la raclée à City, allait aussi peu proposer, et en fait en n'étant pas du tout, on va dire, à même de décrocher le match nul, etc. Finalement, en fait, la trêve après international a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, en plus, Mikel Arteta avait été nommé entraîneur du mois du mois de septembre. En fait, ce switch, il a servi évidemment d'électrochoc. Après, pour moi, l'électrochoc, il a lieu bien avant. Je pense que c'est une date aussi qui vous tient un petit peu à cœur par rapport à ça. C'était le Boxing Day 2020, où il y a la victoire face à City, où là, on va dire, Arteta devait absolument changer quelque chose, parce que C'était Chelsea, non? C'était Chelsea, oui, exactement, victoire 3-1. Et en fait, au début on va dire de la saison 2020-2021, il y avait que 4 victoires jusqu'au 26 décembre. Il y avait 7 défaites, et puis même Arsenal restait sur 7 matchs sans victoire. Je me souviens juste avant, il y avait le déplacement à Everton où Arsenal, avait été absolument catastrophique, et on avait peut-être l'une des pires prestations, on va dire, qu'Arsenal pouvait faire, hormis évidemment quand Arsenal se prenait des raclés, on va dire, par City, mais là, on va dire que c'est un contexte un petit peu différent. Et en fait, finalement, ce match-là a fait que, pour moi, vraiment, la jeunesse a vraiment pris le pouvoir. Évidemment, on avait déjà vu Saka, Tierney, etc. Mais on va dire que l'ensemble du collectif où il y avait la jeunesse, donc bien sûr Smith Rowe, qui avant, finalement, n'avait pas trop... avait des difficultés finalement, même s'il n'avait pas non plus trop de temps de jeu. C'est vrai que son prêt à Huddersfield était encourageant, mais il avait été à Leipzig où il n'avait pas non plus trop joué, et puis voilà, c'était un peu des prestations quelconques. Là, ça l'avait finalement complètement transformé et libéré, et puis il est resté sur ça. Et finalement, en fait, c'est là que Arteta, pour moi, a compris qu'il fallait vraiment miser sur cette jeunesse-là, et après faire son mercato en conséquence au mercato 2021. Et finalement, après un petit peu, un certain temps aussi d'adaptation, on peut penser aussi à Ben White, qui a fait aussi une première sortie un peu catastrophique à Brentford, mais aussi, c'était un contexte particulier, c'était son premier match de la saison aussi, donc voilà. Et finalement, quand on voit un petit peu ce qu'a fait Arsenal depuis, mis à part les 2 défaites après de suite, je ne veux pas compter vraiment celle de City, parce que ça, pour moi, je parle de celle de City, la récente, là où Arsenal perd de 1, parce que ça resterait vraiment dans la lignée de ce qu'a fait Arsenal vraiment magnifiquement ces dernières semaines. Mais mis à part, on va dire,
la défaite à United où il y avait vraiment un match nul au moins à prendre, et puis celle à Everton, on a vu vraiment Arsenal vraiment voilà, de jouer d'une manière très très positive, comme un petit peu les supporters veulent, et un petit peu on retrouve un petit peu cet ADN, on va dire, voilà, d'Arsenal qu'on avait connu même dans les premières années où il y avait Arsène Wenger, donc ouais, entre 96 et 2000, avant qu'il y avait vraiment l'avènement de Thierry Henry, etc. Mais non, non, et quand on voit finalement en fait toute cette jeunesse qui est basée dans ce 11, pas tout le 11, mais voilà, quand on regarde finalement, voilà, Saka 20 ans, Smith Rowe 21, Martinelli 20, même Tierney 24, Odegaard 23, Ramsdale 23, White 24, Tomiyasu 23, enfin je ne veux pas tous les citer, mais enfin, voilà, ça annonce en fait finalement de la bonne augure, et puis en fait finalement les prochaines cibles qui seront aussi très jeunes, je pense notamment à l'avant-centre, voilà, où en fait, après, Arteta pourra miser peut-être encore sur une bonne dizaine d'années vraiment sur ce groupe-là, et puis revenir vraiment au très haut niveau. Donc finalement, pour moi, mis à part les trois premières journées, c'est quand même assez très positif, surtout que maintenant Arsenal est vraiment en posture voilà, de disputer une place pour le top 4, ce qui était vraiment pas gagné en début de saison, et où limite peut-être aucun fan d'Arsenal pensait. Mathieu, ton avis sur cette évolution justement de Mikel Arteta depuis l'année dernière, pas forcément sur les 2 ans, mais voilà, c'est plutôt sur cette deuxième année vraiment en tant que manager des Gunners. Bah, je trouve qu'il a continué à être fidèle à l'identité et le projet de jeunesse dont je parlais. Comme disait Geoff, tu parlais du recrutement. Moi, je trouve qu'il a été très cohérent. Déjà, il s'est débarrassé, entre guillemets, de plusieurs poids lourds en fin de genre assez vieillissants qui n'allaient pas servir à la suite de ton projet, comme Lichtsteiner, Montréal, Mkhitaryan, Ospina, Koscielny. Et tu as fait rentrer encore Emiliano Martinez, même si ça, c'était plus discutable quand tu vois sa forme. Lucas Torreira, qui au final rentrait pas trop dans le projet. Et à la place, David Luiz aussi, Willian, bref, il y avait plusieurs joueurs à faire partir. Il a réussi à le faire. Et à la place, tu vois, tous les joueurs que tu as réussi à ramener qui rentraient dans ton projet de jeu, parce que Ben White, on avait vu ses qualités de relance de derrière, ses percées de balles, ses longs ballons. On avait vu ce qu'il savait faire avec Leeds sous Bielsa. On a vu ce qu'il savait faire avec Brighton sous Graham Potter, qui était une équipe très séduisante. Arsenal réussit à le prendre parce que c'est finalement l'un de tes joueurs. C'est peut-être le profil de joueur, parce qu'il est anglais, parce qu'il est jeune, parce qu'il a ses qualités balle au pied. C'est peut-être le seul profil qui peut correspondre à ton recrutement en défense et à ton projet de jeu. Il y a quelqu'un qui est arrivé? Non, non, vas-y, Je sais pas, là, il y t'inquiète. a. Ok. Vas-y, t'inquiète. Donc, je disais, recrutement ultra cohérent. Parce qu'il avait les éléments en place pour commencer à construire son équipe. Tu as aussi l'arrivée de joueurs du centre de formation comme Saka, comme Smith Rowe, qui sont déjà les tauliers de ton équipe quasiment. Tu avais le recrutement de Martinelli, donc je pense qu'il est arrivé avant Arteta quand même, l'été avant qu'il arrive. Là, quand tu vois qu'il réussit à créer cette ligne de 3 offensifs, un meneur et 2 ailiers, qui est constituée de 4 joueurs du même âge, du même talent, qui peuvent se relayer sans problème. Tu peux faire tourner ton équipe pendant le match, tu peux changer ta composition. Il réussit à créer ce système où tu as encore un avant-centre. Bon, là, forcément, avec les problèmes Aubameyang, il n'y a que Lacazette qui tient le poste pour l'instant. C'est plus, je sais pas si ça tiendra plus ou moins dans la régularité, mais il réussit à construire vraiment des bases de son projet à travers 4 jeunes défenseurs, 3 milieux offensifs, ailiers, meneurs de jeu. Il a vraiment 2 bases très solides au niveau de ces 2 lignes-là. Il y a encore un peu à construire au niveau du mercato, dans l'entrejeu et en pointe. Je pense que là, il faudra recruter des joueurs plus forts, pas forcément des jeunes, parce que t'as pas non plus des jeunes de ton centre de formation qui émergent à ces postes-là. Plus un gardien qui, pareil, est totalement cohérent pour le jeu d'Arteta. Ramsdale, son jeu au pied long ou court. Et puis en plus, un gardien très jeune, anglais, décisif, régulier, qui fait pas de boulettes. Avec un sacré Je caractère. trouve que ouais, c'est ça. Je trouve que le recrutement d'Arteta, il a été décisif parce que ça a été cohérent. Quand tu vois que tu recrutes forcément Nicolas Pepe pour 80 millions et qu'il chamboule ton duo d'offensif, Lacazette, Aubameyang, qui était ton point fort sur la saison 18-19, je trouve que c'était pas un recrutement cohérent. Pepe, c'était un joueur intéressant, mais chambouler le seul secteur qui était très fort sur cette saison-là, alors que tu avais une défense à construire, ça, c'était pas cohérent pour moi. Et sous Arteta, je trouve que tu as eu une multitude de choix cohérents qui font que le projet jeune et l'identité d'Arsenal sous Arteta, elle se construit, elle est visible. Ça a été très compliqué au niveau des résultats, mais là, ça paye enfin depuis quelques matchs. Et je trouve que c'est une progression logique. Justement, Corentin, Thomas, pour parler de ce mercato estival, comme le disait Mathieu, c'est ce mercato, finalement, et puis les résultats qu'on voit, le jeu produit par Arsenal, qui a fait passer un palier à Arteta dans la tête des supporters. Tu en parlais, Corentin, de ce plaisir de revoir jouer Arsenal. Il y a aussi ce côté-là,
ce mercato estival qui a permis de faire passer un palier pour les supporters de leur vision, on va dire, d'Arteta? Bah oui, je peux que confirmer ce qui a été dit par rapport au recrutement de cet été. C'est vraiment en fait les piliers qui ont été recrutés cet été qui ont servi à Arteta à solidifier la base qu'il essayait de bâtir à Arsenal depuis qu'il est arrivé. Ramsdale dans les buts, je pense c'est incroyable ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé. C'est un extraterrestre. Il a il a fait de très bonnes performances. Il a un état d'esprit irréprochable. C'est d'ailleurs ce que les supporters, je pense qu'ils sont de suite tombés amoureux de lui par son envie, par son comportement. On voit qu'il chambre un peu des fois aussi les supporters adverses quand on est à l'extérieur. Enfin, c'est que des petits détails comme ça qui font que on retrouve de l'envie, du plaisir à regarder Arsenal. Je pense aussi à Ben White, comme vous l'avez dit, il y a une excellente complémentarité avec Gabriel. C'est là où le recrutement était aussi super intelligent. Et aussi, on a aligné des sous pour Odegaard. Donc là, on voit qu'il prend de plus en plus de place au sein de l'équipe. Donc là, on voit que c'était un risque à prendre, mais au final, c'est en train de porter ses fruits. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait du pari de la jeunesse, mais c'est pas n'importe quelle jeunesse qu'on a pris. C'est quand je pense à Odegaard, Ramsdale, Tierney et Lokonga, par exemple, c'était 4 joueurs qui étaient capitaines dans leur équipe d'avant, c'est-à-dire Odegaard avec la Norvège, Ramsdale avec les Blades, Tierney avec le Celtic et Lokonga avec le Anderlecht. Anderlecht, voilà, c'est ça. Et on a pris des jeunes avec du caractère. C'était des jeunes avec du caractère, et c'est vraiment ce caractère-là dont on avait besoin pour redonner envie et redonner de l'allant à cette équipe qui était un peu en perdition de leadership et de caractère assez bien trempé, quoi. Je vais, par rapport à Twitch, salut tout le monde, je vous ai pas salué tout à l'heure, mais n'hésitez pas, hein, comme vous le faites depuis quelques temps, d'écrire ce que vous avez, de vos opinions sur le chat. Je les lirai, je les lis même à chaque, on va dire toutes les minutes, enfin, j'ai l'œil dessus. Et il y a justement Baptiste, qui est un fervent supporter d'Arsenal, qui est sur Twitter, que vous connaissez sûrement, qui dit: l'identité Arteta sur le terrain, surtout offensivement, on la voit vraiment depuis le mois de décembre. C'est vrai qu'on a encore eu un début de saison où dans le jeu c'était encore poussif. On a eu beaucoup de matchs à 1-0 et cette identité, voilà, on la voit en effet depuis décembre. Thomas, on parlait du mercato, on parlait de cette identité de jeu. C'est quelque chose qui est nouveau et justement qui donne de la légitimité à Arteta, ce retour du plaisir, on va dire, pour les supporters. Ouais, moi par rapport à cette évolution-là, j'ai l'impression, je parlais tout à l'heure dans mes 3 mots là, que j'ai pas expliqué, je parlais d'incarnation, mais j'ai l'impression que Arteta, il a incarné un grand tournant dans le côté post-Wenger, que ça a mis du temps, mais on sent vraiment que le club avait une profonde confiance en lui, dans ce qu'il avait envie d'instaurer. Mais on a aussi senti que ça mettait du temps pour que des profonds changements se mettent en place. On a senti qu'il y avait une forme d'inertie, en fait, parce que là, ça fait 2 ans maintenant, mais on a l'impression que tout vient d'éclore il y a quelques mois, finalement. On a l'impression moi j'ai l'impression, c'est une image, mais d'avoir mis un gâteau au four et de ne pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, de voir que ça cuit, mais finalement on ne voit pas ce qui se passe. C'est un peu brouillon, et finalement, ouais, aujourd'hui, on voit le gâteau qui commence à sortir du four, et en fait, il est magnifique. En fait, on n'arrivait pas à jouer pendant 1 an et demi, et là, depuis 2 mois, on a l'impression que c'est magique, que tout est sorti presque en claquant des doigts. Et finalement, on se dit que le processus, hein, l'évolution, en fait, elle s'est passée vraiment, je sais pas, dans l'obscurité, finalement, derrière les murs, dans le club, on a vu des décisions fortes. Avec Aubameyang, avec Guendouzi, avec Özil, avec des choix de personnalité, où il a fait passer le club avant le reste des choses, pour le collectif. Et on a vu aussi des recrues. Alors c'est clair qu'il y a eu un bon recrutement, mais je pense que ces recrues, elles sont arrivées aussi dans
dans une cohérence et dans quelque chose qui était sain finalement, qui est redevenu sain avec une projection aussi dans le futur, qui fait que ces jeunes-là, ils sont arrivés dans un projet clair. Peut-être que des joueurs plus âgés qui s'étaient un peu baladés dans un certain nombre de clubs, hein, je pense au Mustafi, Socratis et autres, n'avaient pas forcément envie de rentrer là-dedans et il l'a Mm. bien compris aussi. C'est plus facile d'adapter des jeunes joueurs qui ont encore peu de modèles, qui ont vu peu de schémas tactiques, de s'adapter à vraiment un nouveau projet. Et puis c'est aussi plus motivant, je pense, de voir tout ça, de rendre tout ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu son évolution. C'est vraiment 1 an et demi voilà, de processus, de gestation. Et puis Mhm. là, on voit depuis quelques mois vraiment le résultat de tout ça et à travers Arteta qui incarne au-devant, parce qu'on voit peu de personnalités complètement ressortir. On voit que lui, vraiment, il est au-devant, il incarne le club, le nouveau projet du club et c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. On Si je va. peux rebondir sur ce que tu Vas-y, vas-y, vas-y. ouais, par rapport à ce que tu as dit, ouais, tu parles du gâteau au four. Je pense que des signes visibles quand même dans ce qu'on voyait, la façon dont Arteta obligeait son équipe à jouer et la faisait progresser. J'ai le souvenir d'un Arsenal City, je crois que c'était pendant qu'il n'y avait pas de public. Donc City avait gagné peut-être 2-0. C'était pas quand il y avait eu le 4-0, ça avait dû faire 2-0 pour City, quelque chose comme ça. Et City n'arrêtait pas d'écraser Arsenal, surtout la deuxième période. City, enfin, ils étaient dans le camp d'Arsenal. Hmm. À chaque 6 mètres, Leno, alors c'était qui en Ouais. défense? Bah, je sais C'est plus qui Ça c'était, devait être mais David je sais Luiz. même plus les défenseurs Ça actuels. devait être David Luiz. Ouais, mais ils étaient tellement sous pression, tu te dis, ils vont forcément finir par balancer. Ils faisaient que de jouer les 6 mètres courts, les Hmm. relances courtes à chaque fois. Et avec mon père, il était pété de rire devant la télé. Il disait, mais qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, je pense, bon, c'est plus ils l'ont perdu ce match. Et on n'a pas vu non plus les effets de la philosophie de jeu d'Arteta réussir cette saison-là, ni même celle d'après. C'est en ce moment. Mais quand tu vois la façon dont, malgré le 2-0, malgré le City de Pep qui est en face, la façon dont il relance sous pression extrême alors que tu n'as même plus rien à jouer. Il continue il continue ce jeu. Arteta les oblige. Donc, je pense tu continues de faire ça en fin de match alors que tu es en train de perdre sous une pression énorme. Donc, imagine ce qu'ils font à l'entraînement. Comment ça doit être encore plus appuyé. Je pense que c'est la chose qu'ils ont juste travaillé à fond. De toute Ça, façon, on savait que Arteta voulait faire ça depuis le début et ils n'ont pas arrêté. ça a Donc, justement été l'une des critiques qu'on lui a le plus fait justement à ce moment-là, c'était de pas adapter sa tactique à ses joueurs. Et finalement, on parlait d'un switch dans le jeu. Geoffrey, tu le vois comment ce switch? Je vois que sur le chat Twitch, Axel, que vous voyez aussi dans les débriefs, qui fait partie d'AFC, parle du déclic Lacazette depuis que Aubameyang est sur le banc. Mais on parle peut-être plus d'un switch général de l'équipe. Ça vient d'Arteta ou ça vient des joueurs qui adhèrent à son projet? Ça vient de lui aussi qui a su, on va dire, légitimer son projet? Oui, bien sûr, bah, ça vient forcément des deux. De toute façon, forcément, Arteta qui savait évidemment ce qu'il voulait faire, on va dire, depuis le début. Et puis on l'avait vu déjà lors de sa première victoire en tant que manager. C'était le 2-0 face à United, donc c'était le 1er janvier 2020. Mais il n'avait pas forcément, on va dire, les joueurs pour le faire et les joueurs qu'il avait choisis. Là, évidemment, on va dire, voilà, on le répète, malgré les trois défaites qu'on fait mal en début de saison, on l'a vu en fait après tout de suite direct ce qu'il avait vraiment voulu faire. Et en fait, tous les joueurs qui étaient au diapason pour ça. En fait, depuis la victoire face à Norwich, c'était mi-septembre, même si on n'a pas vu non plus un grand Arsenal ce jour-là, ça a commencé en fait directement à cliquer. Alors certes, il y a eu quelques défaites après aussi, mais en fait, on voyait directement qu'il y avait quelque chose. Et je trouve que déjà, au niveau de l'aspect tactique, de rester sur ce 4-2-3-1, on va dire, avec les ailiers que tu as, la jeunesse que tu as et un petit peu la fougue devant, mêlée aussi avec l'expérience de Lacazette. Donc là, c'est un petit peu, on va dire, voilà, c'est plus à partir du mois de décembre, comme on l'a dit, quand il y a eu l'affaire, quand il y avait eu le début de l'affaire, on va dire, Aubameyang. Voilà, ça a un mélange, on va dire, voilà, qui permet finalement à Arteta de voir plus loin. Alors certes, il s'appuie vraiment sur ce 11-là, et il faudrait que ce 11, on va dire, tienne jusqu'à la fin de saison. Donc fort heureusement pour Arsenal, il n'y a pas y a pas la Coupe d'Europe, on va dire, on va dire, pour fatiguer encore plus les joueurs, même si je pense qu'il aurait fait évidemment tourner. Mais voilà, Arteta a vraiment maintenant la chance, enfin, et puis surtout au niveau de son travail aussi, d'avoir trouvé son 11
et d'avoir trouvé, on va dire, les joueurs voilà, pour l'incarner au niveau de la jeunesse, déjà de l'académie à Colnay, au niveau de la jeunesse déjà au niveau des recrues, puis même au niveau de joueurs d'expérience voilà, qui peuvent, on va dire, fonctionner dans ce système-là. Pareil, la Casette, voilà, ça n'a jamais été un monstre statistique, on va dire, de buts marqués, etc. Mais voilà, on voit vraiment que c'est beaucoup plus simple de jouer avec la Casette, voilà, qui a un jeu de haut but absolument phénoménal, de jeu de remise, voilà, qui permet, on va dire, de laisser des espaces à Martinelli, à Odegaard, à Smith Rowe, à Saka, que peut l'être, on va dire, un Aubameyang qui, on va dire, voilà, est peut-être un petit peu plus, on va dire, égocentrique, mais c'est logique puisque c'était la star de l'équipe. Et puis en plus, avec le capitanat, le salaire qu'elle a avec, etc. Mais quand on voit un petit peu comment ce Arsenal se comporte depuis début décembre, et puis surtout ce 11 trouvé, voilà, on demande qu'à voir la suite. Et c'est surtout un coup de chapeau à lui, à toujours la formation auquel il a toujours adhéré, et puis bah, surtout aux joueurs qui ont adhéré justement encore au jeu que voulait vraiment Arteta, enfin le jeu imposé dans ce 11-là et face à n'importe quel adversaire, puisqu'on voit finalement maintenant qu'il y a vraiment une opposition entre les gros et puis Arsenal. Mathieu, tu parlais tout à l'heure du pari de la jeunesse et de ce projet autour des jeunes depuis un peu le début de son mandat, depuis son arrivée à Arsenal. Toi qui es tous les week-ends du côté de l'Angleterre, est-ce que tu vois depuis quelques semaines ce soutien des fans qui revient vers Mikel Arteta? En tout cas, ceux qui étaient sceptiques se sont peut-être dit avec le retour du beau jeu, les jeunes, notamment forcément Emile Smith-Rowe et Saka qui faisaient partie de l'académie. Est-ce que tu vois un petit switch au niveau des fans en se disant ça y est, on a trouvé enfin notre coach, notre manager, un petit regain d'optimisme ces dernières semaines? Bah, le regain d'optimisme à l'Emirates, il est hyper fort cette saison. De toute façon, alors spécialement pour Arteta, c'est sûr qu'au début, dans la presse, comme au niveau des supporters, il était hyper critiqué, forcément avec ses trois défaites initiales et surtout le 5-0 à City où tu prends 4-0 en une première période, où là on sent que la tête d'Arteta pouvait tomber d'un moment à l'autre. Mais le plus gros switch, il est clairement au niveau de l'ambiance de l'Emirates. En fait, la première fois que j'ai été, c'était cette saison sur un match. Vous, je sais pas de quand ça date la dernière fois. Il y a pas longtemps. Cette saison, t'as été? Ouais, pour le Newcastle, avec Corentin, on était tous les Ah deux. bah oui, c'est vrai. Ouais, on voulait se devait croiser à Londres, mais Exactement. donc je sais pas, tu vas me dire ton impression au niveau de l'ambiance à ce moment-là. Mais déjà, je vois un changement par rapport au deuxième match de la saison. C'était peut-être même le premier à domicile, c'était contre Chelsea, défaite 2-0. Et tu voyais l'Emirates qui essayait de se mettre en route des fois au niveau des chants. Tu as une partie du public derrière qui essaie de lancer. Il y a une partie en face du stade qui continue pendant 10 secondes. Et puis, c'est un peu le défaut de l'Emirates aussi avec ces tribunes qui sont tellement écartées. Les chants, ils se perdent. Et ensuite, troisième fois que j'ai été, c'était contre Tottenham, derby. Donc là, forcément, c'est le feu. 3-0 en 30 minutes, c'est le feu. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'a pas changé. Que ce feu, il est resté, tu vois, il fait le tour du stade. Contre City, premier match à domicile, enfin, premier match de la saison, le 1er janvier, c'était ça. C'était l'ambiance, elle était vraiment uniforme dans le stade. Et est-ce que c'est forcément du Arteta? Bon, je pense que la cote de popularité d'Arteta, elle est forcément grimpée en flèche. Mais au niveau de l'impression des supporters, c'est surtout l'ambiance de l'Emirates qui a chanté cette saison. Tu sens qu'il y a une vraie unité dans le stade, que c'est plus un stade où l'ambiance elle s'évapore et se perd, où les chants ils n'arrivent pas à s'enchaîner, où ils n'arrivent pas à prendre tout le stade. Ça, c'est une transformation et c'est un régal. Je voulais juste justement rajouter par rapport à ça, tu as tout à fait raison Mathieu. D'ailleurs, The Athletic, avait fait un énorme papier justement sur ça, sur cette, on va dire, voilà, l'ambiance, on va pas dire peut-être pas retrouvée, mais vraiment une ambiance qui s'est complètement créée en fait depuis le début de l'ère Arteta et qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Parce que voilà, c'est vrai que malheureusement pour l'Emirates, il n'y a pas que l'Emirates, mais il y a cette, on va dire, cette diabolisation du dire que voilà, c'est une library, c'est comme on va dire les gros en première ligue, les stats des gros en première ligue, et c'est vrai. Mais voilà, maintenant on sait que voilà, depuis cette saison et depuis peut-être aller, on va dire mi-septembre, même si tu nous as dit Mathieu que même face à Chelsea, il y avait quelque chose. Voilà, on sent plus vraiment ce stade un petit peu mort où même si Arsenal gagne ou en tout cas est mené d'un but où il n'y a pas grand-chose et bah forcément les joueurs ils le ressentent aussi là vraiment.
il y a une ambiance absolument de dingue. Et c'est vrai que Mm. face à Manchester City, même avant l'ouverture du score de Saka, c'était absolument bouillant. Et de toute façon, on le voit aussi. C'est pour ça aussi que Rodri, d'ailleurs, pour sa célébration, ce qui vous a un petit peu énervé, ce que je comprends totalement, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, s'il a fait aussi cette célébration-là, bien sûr, au-delà d'avoir marqué un but à la 80, à la 92e minute, etc., c'est qu'il sentait aussi qu'il y avait une Mm. pression absolument énorme du public et que voilà, il se sentait aussi libéré du fait aussi que City avait aussi très très mal joué et que City s'en est sorti quand même. Mais voilà, c'était pas non plus anodin, au-delà d'avoir marqué un but à la 93e minute, qu'il fasse ce geste-là pour justement énerver les supporters des Gunners où il y avait une pression absolument énorme. C'est Euh, ça, ouais. Toute la deuxième mi-temps, elle était super nerveuse en plus avec le carton rouge. Avec au début, on disait penalty oublié sur Odegaard. Et t'avais vraiment l'Emirates qui était hyper énervé, quoi, qui grondait. Et le fait qu'il aille célébrer comme ça, déjà, tu peux le faire contre un public chaud, mais pas un public d'une équipe de bas de tableau non plus. Mais là, tu vois qu'il fait ça, c'est qu'ils ont senti les joueurs de City aussi cette frustration, cette sensation d'être contenu, de pousser, mais de mettre du temps à y arriver. Et qu'à la fin, il aille célébrer comme ça. Il va limite se jeter face à eux, alors qu'il n'y a pas une rivalité historique entre City et Arsenal. Tu sens que c'est sur ce match-là où il y avait le jeu et l'atmosphère qui pesait vraiment sur les deux équipes, et le stade et le public. Et ça, je pense, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe réagir comme ça face à une équipe extérieure qui réagit comme ça face au public de l'Emirates après avoir marqué. J'ai le souvenir de Ferreira Carrasco qui, quand Monaco gagne en Et 2015, quand même, exactement. qui finit comme ça sur les genoux, mais sinon, j'en Très ai très pas bon, autant. très très bon souvenir pour nous. Ouais. Merci beaucoup. Désolé les gars, mais bon voilà, c'est pour vous prouver aussi voilà que c'est un Mm, public complètement pas nouveau, mais je veux dire qu'il y a un nouvel état d'esprit par rapport à ce mm. par rapport à ce qu'il voit depuis 6 mois, on va dire encore plus ces dernières semaines, Mm. et que voilà que Arteta, au-delà de voilà du 11 qu'il a trouvé, des joueurs qu'il a aussi trouvé avec lui et des joueurs qui répondent à ses attentes, que aussi maintenant voilà qu'il y a un public aussi chaud maintenant à l'Emirates, c'est voilà que ça continue pour les Gunners bien sûr. Justement, pour continuer là-dessus, il y a Rizjo Ozil 10 qui nous dit sur Twitch: je pense que c'est aussi une question d'identification. Les fans s'identifient plus aux joueurs, notamment ceux de Hell Mm. End. Thomas, est-ce que justement ce regain d'optimisme, on va dire, derrière Mikel Arteta, vient aussi de cette identification qu'on peut avoir aux joueurs, ou justement voir tous les week-ends Bukayo Saka ou Emile Smith-Rowe être titulaire et briller, ça aussi donne de la confiance à toute l'équipe, et donc légitime, encore une fois, puisqu'on parle de Mikel Arteta ce soir, légitime tout le projet en entier. Ouais, complètement. J'ai vu aussi le commentaire que je trouve très pertinent. Je pense que ça fait aussi partie du projet. Quand tout à l'heure, je parlais d'incarnation, c'est une incarnation intelligente, parce que c'est quelque chose on essaye en tout cas de réenraciner Arsenal dans le paysage anglais, de foot anglais. Et de retrouver le rapport avec le public, et une identification aux joueurs. On l'a vu avec le recrutement de joueurs anglais. On a parlé de Ben White, on a parlé de Ramsdale, même de la péninsule avec Tierney en Écosse. Mais on voit qu'il y a une volonté de rapprocher le public et le public britannique d'Arsenal, de retrouver une identité. Donc ça joue énormément. Je ne suis pas encore allé à l'Emirates, j'espère y aller bientôt si les conditions le permettent. Mais oui, j'ai hâte de voir ce que peut donner l'Emirates avec une nouvel état d'esprit. Et je dirais peut-être pas de nouveaux supporters, mais je pense qu'on n'est pas loin. Je pense que si on fait un petit sondage des supporters aujourd'hui et de ceux il y a 5 ou 6 ans, je pense qu'on a un petit peu changé le modèle, et ce serait intéressant à checker, parce que voilà, je pense qu'il y a une page qui se tourne. Justement, pour Je finir un pense peu que sur cette ambiance, excuse-moi Mathieu, Corentin, quand nous on y était, je sais pas toi ce que tu avais pensé, c'était la première fois que tu étais à l'Emirates, est-ce que tu avais Ouais. ce sentiment d'être dans la fameuse librairie, ou finalement pas du tout en fait? Après, c'est la première fois que j'allais à l'Emirates, donc c'était fin novembre, donc je peux pas forcément comparer à comment c'était l'ambiance avant, mais moi, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti, c'était vraiment un public uni, tous
tous liés les uns aux autres avec beaucoup de chants, notamment les chants anti-Tottenham alors que c'était contre Newcastle. Donc Ah, parfois des ça, chants qui n'avaient absolument rien à voir avec le moment qu'on était en train de Mais vivre. Mais c'est classique. ça, c'est classique, hein. Parfois, voilà, voilà, C'est obligé. tu chantes contre tes rivaux historiques, même si la rencontre n'a rien à voir avec, hein. Voilà. mais ouais, moi c'est sûr que j'en garderai que des bons souvenirs, même si c'était pas un match extraordinaire contre Newcastle non plus, mais la deuxième mi-temps était vraiment géniale. On sentait tout le public dès qu'il y avait des ballons longs sur Martinelli, quand Martinelli est rentré, c'était incroyable, quoi. On sentait tout le public se lever, on sentait le stade s'essouffler avec lui. C'était vraiment une super expérience. Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure? Ouais, juste pour soulever encore le point de l'identité, je pense qu'il est très important et un peu sous-estimé parce qu'on peut croire que ça concerne que le rapport entre les supporters et les joueurs. Mais je pense que ça participe totalement à construire l'identité de ton club et de ton équipe. Et vu que c'est l'un des points forts d'Arteta, forcément, c'est important. Enfin, comment tu veux t'identifier plus à des défenseurs qui arrivent, tu ne sais pas trop d'où, qui ont un âge assez poussé, qui sont pas partis pour rester longtemps et qui sont mal performants comme Mari, comme Socrates, comme plus ou moins Lichtsteiner. Comment tu veux t'identifier à ces défenseurs-là ou alors à ces défenseurs français, à ces défenseurs anglais qui arrivent, qui sont sur la durée, qui correspondent forcément à l'identité du jeu et à un gardien comme Ramsdale où le mec, vous avez vu contre Leicester quand il fait le dégagement en Angleterre, à Oui, chaque fois les supporters à Oui. l'extérieur chantent Ouais. t'es une you, merde au moment où il oui, dégage et lui your au moment shit. où il Ah, dit ouais, t'es ouais, une ouais. merde, ouais, voilà, il fait avec les supporters de Leicester alors qu'ils sont en train de gagner 2-0. Tu vois, quand t'as un gardien qui est là depuis 4 mois et qui est dans le mode trash talk comme ça, qui est dans cette humeur-là, forcément, Ouais. t'es des supporters, mais c'est direct, quoi. On veut ce gardien. Enfin, là, c'est un mec qui Mm. trash talk, il est là, quoi. Il est dans l'état d'esprit. Pour continuer justement sur Arteta, on a parlé d'identité. Arteta semble en tout cas, il le dit dans beaucoup de conférences de presse et dans ses interviews et dans ce qu'il montre, il est quand même énormément attaché aux valeurs du club et à ses valeurs à lui, en tout cas. Enfin, c'est très important tout ça. Il y a ce côté retour d'une discipline très très forte et on l'a vu avec beaucoup de cas ces 2 dernières saisons, ces 2 dernières années. Geoffrey, c'est important pour toi, pour un club et pour un coach comme ça, d'être très strict sur cette discipline pour justement construire un projet sur le long terme? Ah bah, c'est absolument indispensable et il n'y a pas que de meilleurs exemples que peut-être, on va dire, je ne parle pas du cas de Pep Guardiola parce qu'il n'a pas fini ce qu'il avait fini avec City, mais il y a les deux peut-être plus grands managers de l'histoire de la Première Ligue en la personne de Sir Alex et puis d'Arsène Wenger, qui ont été les pionniers justement par rapport à ça, par rapport à cette discipline qu'ils avaient instaurée. Déjà dès le début, bon après parfois ça peut prendre un peu plus de temps aussi suivant le contexte et les clubs et puis la transformation des clubs, etc. Mais c'est absolument indispensable et tu as raison, quand on l'écoute en conférence de presse, j'essaie d'écouter les conférences de presse de tous les entraîneurs de Première Ligue, en tout cas toutes les pastilles que je peux trouver. Et finalement, quand on l'écoute, que ça soit au niveau du jeu, que ça soit au niveau de la discipline, que ça soit au niveau des transferts, enfin bref, sur n'importe quel sujet, même des sujets parfois qui n'ont pas trop de rapport, on va dire, avec la vie d'Arsenal ou la vie du football, parfois il est interrogé sur d'autres sujets aussi. Voilà, on sent vraiment quelqu'un qui est sûr de lui, qui agit, on va dire, en son âme et conscience, qui prend des décisions très très fortes. Et puis pareil, on les a nommés, on ne va pas non plus revenir dessus, mais voilà, où il pense voilà, justement que ça pourrait mener, on va dire, le club dans le droit chemin, même si c'est des décisions évidemment très fortes. Et évidemment, la dernière, c'est par rapport à Aubameyang. Et on est obligé, en fait, d'avoir vraiment, on va dire, quelqu'un au club et quelqu'un qui dirige l'équipe par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça va bien, d'ailleurs, au titre qu'il a, puisque ça fait depuis septembre 2020, Mhm. son rôle a changé. Ce n'est plus un head coach. C'est un Maintenant, manager, c'est un ouais. first team manager. Ouais. Donc, évidemment, on va dire j'ai un peu de mal avec on va dire, cette nomination, mais on va dire la distinction, on va dire, la plus haute pour diriger justement un club, parce que là, on n'est plus vraiment que sur l'équipe et on va dire aux entraînements, etc., même s'il y a beaucoup de délégations. Voilà, on gère à peu près tout, on a de la communication surtout, et je trouve que voilà, Arteta, avec son visage assez ferme aussi voilà, sur certains sujets, je trouve que voilà, il manie bien justement cette communication et cette fermeté que le club a besoin. Et de toute façon, ça se ressent de toute façon dans ces 6 premiers mois.
et par rapport à tout ce qu'il a voulu mettre en place et le fait que ça commence à, comme on dit en anglais, à cliquer. Sur Twitch, Anzai23 qui nous dit: Je trouve qu'on redonne trop vite du crédit à Arteta, la saison est encore longue, si on n'est pas européen, il doit dégager. Il y a encore beaucoup de points où Arteta doit s'améliorer, notamment au niveau des changements trop tardifs et rarement les bons. Alors, justement, là, on est pour l'instant en train de parler de tout ce qui est relativement positif depuis quelques semaines et depuis le début de la saison. Vous inquiétez pas, les points négatifs, j'en ai noté aussi et on va revenir justement au fur et à mesure de cette émission, mais pour continuer un peu sur le positif, Thomas, sur la gestion, on va dire, la gestion humaine de Mikel Arteta, qu'est-ce que tu en penses de cette gestion humaine et notamment tous les cas qu'on a pu avoir avec, j'avais noté Guendouzi, il y a le cas Saliba aussi, mais bon, Saliba c'est encore différent. Il y a Aubameyang qui est très récent, il y a le cas aussi de Lacazette qui jusqu'à très récemment ne jouait pas vraiment. Il y a eu forcément Mesut Özil, il y a eu Ainsley Maitland-Niles, et il y a également Pepe. Il y a un peu tous ces cas. Est-ce que c'est un peu comme Pep Guardiola, il a un problème, ou en tout cas il n'aime pas trop les grosses personnalités, et c'est quelque chose qu'il doit encore travailler sur ce point-là, ou est-ce qu'il a raison d'être aussi ferme, on va dire, avec certains joueurs? Je pense qu'il y a plusieurs choses, en tout cas de mon point de vue. Je pense que déjà dans un premier temps, Arteta, il n'a pas l'expérience d'un Ancelotti, d'un Antonio Conte, d'un autre coach de ce style-là. C'est compliqué pour lui d'arriver avec une légitimité qui va transparaître de lui pour les joueurs et qui va venir d'un coup. Donc il est obligé d'arriver avec autre chose, d'amener une confiance en lui importante, mais aussi surtout d'amener un projet dans lequel tu prends ou tu prends pas, mais si tu prends pas, tu me poses pas de problème. C'est forcément compliqué avec des personnalités fortes qui ont aussi besoin d'une stature de coach qui est différente. Je pense que c'est plus facile de gérer une stature de coach, de gérer des grosses personnalités quand tu étais un grand coach ou quand tu étais un grand joueur. Je pense à Zidane au Real. Je pense aussi qu'il se permet de faire ça parce qu'il a une totale confiance dans le board, dans la direction, pour se permettre de faire ça. Je me permets de faire quelques comparatifs. Mais je pense à Lampard avec Chelsea, je pense à Pirlo avec la Juve, qui était censé aussi réincarner une nouvelle page dans le club avec des anciens joueurs du club qui ont marqué l'histoire, moins qu'Arteta avec Arsenal, mais en tout cas qui avait énormément marqué. Et on a vu que dès qu'il y avait des choix un peu compliqués, avec des personnalités, des conflits de personnalité, je pense à Lampard avec Chelsea notamment, tout de suite c'est le coach qui a sauté, alors qu'à Arsenal, ça a été l'inverse, on a fait sauter le joueur. Donc, je pense que s'il se permet de faire ça, c'est aussi parce que derrière, il est assuré que derrière, ça va suivre, derrière, ça va continuer. Ensuite, je dirais que l'autre chose pour moi, c'est aussi que son projet de jeu est peut-être un peu comme Guardiola, sa façon de jouer, son schéma tactique impose une rigueur très importante dans le positionnement, dans le placement, dans la relance. C'est très strict et on sent que si les joueurs sont pas prêts vraiment à se mettre au diapason, à bosser énormément, à être très strict dans les placements, dans le repli défensif, etc., on sent tout de suite qu'il saute. On sent tout de suite qu'il est relégué sur le banc. Je pense à Pepe pendant un moment qui était très compliqué dans le repli défensif, qui avait complètement sauté et qui était revenu dans le 11 parce qu'il s'était mis à faire des gros efforts défensifs. Je pense que c'est un des trucs qui a cloché aussi avec Özil dès le début, parce que lui, Özil, il avait des permissions que Arteta ne permet pas. Et ne permet pas à ses joueurs. Lui, ce qu'il impose, c'est de se mettre au service du modèle de jeu, avant toute chose. Avant même de se dire j'ai des qualités hors normes, non, tu te mets au service du jeu. Et ça, forcément, c'est compliqué, je pense, avec des grosses personnalités. Mesut Özil qui était le chouchou d'Arsène Wenger quand Il a des laissés-passer, quoi. Du coup, ça l'a moins été avec Unai Emery et encore moins avec Mikel Arteta. Ouais. Pourtant, il a fait des bons matchs aux îles que ce soit avec Unai Emery et avec Mikel Arteta. Mais ça s'est mal fini comme on le sait. Corentin, qu'est-ce que tu penses, toi, de toute cette gestion humaine pour l'instant, de ce qu'on peut voir de Mikel Arteta? Est-ce que ça te convient d'avoir cette certaine rigueur par rapport à certains comportements, certains joueurs?
Bah oui, parce que je pense qu'il en fallait. Il fallait cette rigueur-là. Je pense même il a pris beaucoup de temps sur certains cas qui étaient, je pense à Aubameyang quand même, il a quand même mis longtemps avant de l'écarter. Alors, je pense que c'est aussi parce que c'est un jeune entraîneur, donc forcément, il a pas l'habitude ni le réflexe de sanctionner directement un joueur cadre, par exemple comme Aubameyang, donc qui forcément, on ne s'attendait pas en fait à Qui a un statut, quoi. un Aubameyang si peu concerné par le projet de jeu dès le début de la saison. C'était un gros problème et je pense il a eu beaucoup de mal à trancher et à prendre une décision. Mais ouais, concernant la rigueur, ouais, je pense notamment à Matteo Guendouzi, même Mesut Özil sur la fin, c'est des joueurs, il fallait trancher très vite. C'est parce que après, c'est des comportements que si tu les laisses passer et que si tu les laisses, entre gros guillemets, pourrir un peu le vestiaire, ben forcément, après, ça déteint sur tes joueurs un peu plus jeunes. Je pense notamment à Saka et à Emile Smith-Rowe, par exemple, c'est des joueurs jeunes, il faut leur montrer l'exemple, ce que tu peux faire et ce que tu peux ne pas faire dans un club. Donc je pense que moi je suis très content d'Arteta sur ce point-là et je pense il a fait des efforts et maintenant il n'hésite plus à sanctionner. Là, le dernier exemple avec Aubameyang, il est flagrant quand même. C'est quand même genre qui était le capitaine, qui avait le statut le plus élevé entre guillemets du club. Et voilà, le message il est clair, il n'y a pas de passe droit et ce sera comme ça pour tout le monde. Mathieu, justement, sur ce côté gestion humaine, est-ce que, comme je l'avais dit au tout début, est-ce que, un peu comme Pep Guardiola, Arteta a aussi cette qualité ou ce défaut, ça dépend du point de vue, de justement vouloir être le numéro un, on va dire, dans son vestiaire et d'avoir justement un petit problème avec les gros caractères de son vestiaire. Est-ce que ça se voit ou est-ce que justement au final il a raison d'avoir ce comportement et cette attitude envers certains joueurs? Bah, je pense qu'il a raison pour répondre à ta question et je pense que par rapport à un Pep Guardiola, il a pas l'aura naturelle, il a pas ce rapport de force sur les joueurs qui va forcément les impliquer immédiatement au sein du projet, au sein du jeu, au sein de l'équipe, au sein du club. Guardiola, il arrive, à City, c'est clair que personne va moufter pour telle ou telle raison, que ce soit dans le jeu ou pour une raison extra-sportive. Klopp à Liverpool, c'est pareil. Klopp, je pense que c'est aussi son charisme naturel. Je pense que tu n'as aucune envie de dire, de déborder face à Jürgen Klopp. Guardiola, d'ailleurs, enfin, si Guardiola, il est très sec, notamment envers les journalistes. Dès qu'il y a une question qui lui plaît pas, il te le fait savoir, limite pire que Klopp. Mais Guardiola, c'est un coach qui a plus son aura naturelle aussi par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport à tout ce qu'on sait qu'il peut créer, au projet qu'il peut mener dans un club. Arteta, il n'a pas ce background. Mais Arteta, il l'impose d'entrée. Il, pas en tant que lui, numéro un du vestiaire, mais plutôt le club et l'équipe. Si tu rentres pas dans ce qui fait du bien à l'équipe, si tu rentres pas dans le projet, si tu rentres pas dans les bienfaits de l'équipe, tu sors. Ça a été l'exemple de Guendouzi, c'est l'exemple d'Aubameyang aujourd'hui, et c'est comme ce qu'on voit avec Lukaku aujourd'hui. Lukaku, on dit enfin, les supporters de Chelsea, comme les journalistes, enfin, les supporters, tous ceux à qui j'ai parlé, ils étaient furieux contre Lukaku. Ils étaient, mais dégage, on peut plus jamais le voir. Ils ont vécu ça comme pire qu'une trahison, une insulte. De toute façon, l'attachement des supporters anglais pour leur club, le club, il est au-dessus de tout. Tu vois, il est au-dessus de Lukaku, qui est la seule recrue de ton été à 100 millions. Il déborde, mais il dégage. Maintenant, il a fait ses excuses et tout. Il a fait sa réunion avec Tourelle. J'espère que ça va quand même s'apaiser. Mais je pense qu'Arteta, il est dans ce même mood. C'est pas moi qui suis le numéro un, mais c'est l'équipe, le club. Ce sera au-dessus de tout. Et dès le début, malgré le peu d'expérience qu'il a en tant que coach et en tant que meneur d'hommes pour s'imposer, il pose les actions pour que les joueurs suivent la direction de l'équipe, tout simplement. Justement, il aura encore juste pour finir, il aura Non, une vas-y. légitimité encore beaucoup plus grande et une aura qui va beaucoup plus poser justement par le fait justement des résultats et de ce que Arteta justement pourra accomplir avec Arsenal et ce projet justement autour des jeunes et autour de sa philosophie de jeu. Donc tout ça finalement est imbriqué, etc. Mais c'est sûr que oui, naturellement, voilà, Mikel Arteta, même s'il a appris à très bonne école avec Pep, voilà, n'est pas dans cette caste-là, mais voilà, il a tout, on va dire, encore à créer justement sur ce domaine-là. Et puis juste pour finir
Aubameyang lui donne raison, puisque Aubameyang est au cœur d'une polémique juste avant la CAN, puisqu'il a attrapé il a été testé positif au Covid après qu'une vidéo soit sortie où il est en boîte de nuit à Dubaï lors du stage de préparation du Gabon. Donc ça aussi, ça donne un peu raison, on va dire, pour tous les supporters d'avoir mis Aubameyang à l'écart. Revenons un peu sur Mikel Arteta, mais plutôt dans le jeu, on va dire, sur le côté tactique et le côté gestion des matchs. Geoffrey, sur cette gestion d'effectifs, avant de parler du match, justement, sur cette gestion d'effectifs, on va dire globalement, qu'est-ce que tu penses de Mikel Arteta? Est-ce qu'il fait tourner assez? Est-ce qu'il a une bonne rotation? Alors, cette saison, c'est encore différent puisqu'il n'y a pas la Coupe d'Europe. Mais voilà, est-ce que justement les rotations sont bien effectuées au sein du club? Voilà, qu'est-ce que tu penses concrètement de sa gestion d'effectifs? Bah, évidemment, là, on va dire ça marche bien. On va dire ça marche évidemment très très bien depuis décembre, mais même ça marche très bien à peu près depuis septembre. Donc finalement, quand on voit un peu les mêmes 11 de départ qui sortent du côté de Mikel Arteta, je parle vraiment du début du match. Bah voilà, on peut pas vraiment trop lui en vouloir, dans le sens, hormis le fait peut-être d'en faire reposer quelques-uns. Après, évidemment, il y a le fait d'avoir un effectif large et puis d'avoir des doublures, on va dire, assez satisfaisante, ça on peut y revenir aussi, mais on ne peut pas lui reprocher justement de continuer avec ce 11 et d'imprimer encore plus d'automatisme entre les joueurs. Après oui, c'est vrai que en cours de match et quand c'est, on va dire, on va dire des résultats un peu plus serrés, je pense que parfois oui, tu es un petit peu réticent, mis à part que quand ce sont des changements, on va dire forcés avec une blessure ou avec carton rouge, évidemment, pour rééquilibrer, on va dire, l'équipe. Mais après, oui, il y a toujours quelque chose à dire. Par exemple, quand je vois des remplacements parfois poste pour poste, même si au-delà d'apporter du sang frais, parfois j'aimerais bien avoir un petit changement tactique qui s'opère et qu'on voit vraiment. Ça, j'ai pas l'impression en fait de le voir vraiment du côté d'Arteta, mais pareil. Enfin, actuellement au niveau de cette saison, mais après, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir, en tout cas sur les derniers matchs, alors que finalement tout marche bien et même ça a très bien marché aussi voilà, face à City, même s'il n'y a pas eu le résultat escompté au niveau de la performance. C'est tout ce qu'on souhaitait voir, on va dire, du côté d'Arsenal. C'est vrai que voilà, par rapport à la gestion d'effectifs, j'attends aussi pas mal de on va dire, de changements, on va dire, qui comptent. Peut-être aussi parfois dans le 11 de départ, surtout pour un peu faire tourner, pour savoir aussi sur quel joueur il peut aussi s'appuyer, que ce soit évidemment en backup, il le sait, mais au niveau des joueurs où voilà, il n'y aura pas non plus de réticence, on va dire, à faire confiance. Après, voilà, il a aussi la chance aussi de n'avoir qu'une compétition, enfin, qu'une compétition, pardon, de n'avoir que les compétitions domestiques où finalement, voilà, il peut se reposer vraiment sur son 11 type classique en première ligue et de voir un peu plus de changements dans les coupes nationales. C'est pour ça que quand on va voir avec le déplacement à Forest, on va voir aussi quand même une équipe d'Arsenal qui va pas mal changer, c'est normal. Mais voilà, peut-être en cours de match, j'aimerais voir peut-être au niveau d'un changement, que ce soit offensif, enfin surtout offensif au milieu de terrain, voilà un petit peu plus d'impact quand il y a un changement d'effectué, parce que j'ai pas vraiment trop l'impression qu'on voit vraiment de réelles différences. Sur cette gestion d'effectifs, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses d'Arteta pour l'instant? Encore une fois, on reparlera peut-être, sauf si tu veux en parler, mais juste la gestion d'effectifs au global, avant de parler de celle sur le terrain en cours de match. Voilà, quel est un peu ton ressenti sur le travail qu'il effectue actuellement? Bah, après avoir construit une équipe sur mesure par rapport à ses idées, je trouve qu'il a réussi déjà, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, à créer donc, son système, le rôle qu'il veut impliquer à ses joueurs. Et quand tu compares, tu prends les plus grosses équipes de la première ligue, tu as Chelsea, les postes sont quasiment tous doublés. Tu as Liverpool, tu as beaucoup de rotation, tu as une profondeur d'effectifs très importante aussi en qualité. Tu as City, pareil, Guardiola peut implanter n'importe lequel de ses joueurs dans n'importe quel rôle et il sait qui donc pas faire entrer en jeu parce que tu parlais plutôt de la gestion globale, mais il sait que plusieurs joueurs peuvent être impliqués au même rôle. Là, Arteta il réussit à construire un peu la même chose. Je trouve que la plus belle chose qui se détache récemment, c'est cette ligne de 3 joueurs offensifs que tu peux compléter avec 4 joueurs du même profil, du même âge, du même talent. Enfin, du même profil, pas forcément, non. Ils sont forcément un petit peu plus ou moins différents. Martinelli, Saka, Smith Rowe et Odegaard.
certains plus axiaux, certains plus ailiers, certains plus dans la profondeur, certains plus dans balle au pied, dans le Mmh. jeu. Mais c'est l'une des plus grosses richesses qu'il a réussi à créer cette saison, je trouve, cette ligne de 3 joueurs. D'ailleurs, c'est même Smith Rowe, qui est peut-être l'homme de la saison dernière, Mmh. qui en ce moment, enfin sur les derniers matchs, ne commençait pas en tant que titulaire. Mais Et tu s'est sais que trouvé un selon rôle de l'adversaire, super sub. S'est trouvé un rôle ouais, de c'est ça. super Et puis sub d'ailleurs. c'est ça. Et puis je pense qu'après, il va forcément repasser à titulaire à un moment, quand tu connais le rôle qu'il doit avoir dans ce nouvel Arsenal. Peut-être en tant que futur capitaine, on verra. Je pense qu'il a réussi à créer une super force avec cette ligne offensive. Ça, c'est l'une des choses qu'il a réussi à créer en tant que manager parce que c'est difficile de compléter cette équipe. Forcément, tu as envie de les aligner, ces quatre-là. Tu te dis, est-ce qu'il faut enlever l'un des milieux de terrain derrière ou entre Partey, Xhaka, Lokonga, c'est plus ou moins difficile de donner deux vrais titulaires ou alors est-ce qu'il faut en mettre un seul pour avoir Odegaard et Smith Rowe ensemble avec Martinelli et Saka sur les côtés. Je trouve qu'il a réussi enfin à modeler son milieu de terrain en se réservant un joueur qui sera toujours sur le banc ou alors en backup pour fournir cette ligne de 3 qui est qui est hyper offensive, hyper créative, hyper talentueuse. Donc ça fait partie des bons éléments qu'il a réussi à créer lui-même dans sa gestion d'effectifs, je trouve. Et justement, sur le Corentin, Thomas, sur la gestion peut-être plus pendant les matchs, on sait que c'est une critique qui revient assez souvent, notamment nous dans notre conversation d'Arsenal French Club pendant les matchs. On se dit mais pourquoi il fait pas ce changement-là, pourquoi il fait pas ça, pourquoi il fait pas ci. Est-ce que justement c'est un de ces axes d'amélioration, cette gestion d'effectifs durant un match? Bah oui, pour moi, c'est l'un des gros points négatifs que je ressens envers Mikel Arteta, c'est les changements qui sont quand même très tardifs. Je prends par exemple le match contre Norwich, où le match on le déroule et on attend quand même la 75e avant de faire un changement, alors qu'on aurait pu donner une demi-heure de temps de jeu complète à un joueur qui était remplaçant. Il y a plein de matchs comme ça où on l'a en main le match, on le domine. Et bizarrement, Arteta garde cette équipe. Alors, je pense qu'il a ce souci de garder l'équilibre actuel et de, comme on l'a dit, fédérer son 11 et vraiment que les joueurs prennent l'habitude de jouer ensemble. Certains joueurs avec certaines connexions, certains liens, etc. Et je pense qu'il n'a pas non plus envie de brouiller tout ça. Enfin, c'est la seule explication que je donne. Après, on n'est pas dans le club, on ne sait pas ce qui se passe, donc on ne peut pas non plus tout savoir. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant, par exemple, quand on domine un match, de ne pas voir, par exemple, un petit Balogun sur un quart d'heure, un petit Nketiah 20-25 minutes, ou un PP sur une demi-heure, par exemple. C'est la petite frustration qui accompagne toujours ces matchs où on domine. Et après, peut-être la faute aussi à un manque l'absence de Coupe d'Europe cette saison aussi. Thomas, ton avis sur tout ça, sur cette gestion et puis cette gestion en cours de match? Ouais, bah, en fait, moi, je reviens un peu sur les débuts. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'évolution de sa gestion. Moi, je me souviens qu'entre nous, à chaque débrief, on était vraiment à criser sur chaque match, c'est un 11 différent. À chaque match, ça changeait. Il n'y avait jamais de régularité dans le 11 de départ. On ne savait jamais la hiérarchie de chaque poste. On ne savait jamais qui était vraiment le titulaire, qui était vraiment le remplaçant. On avait cette espèce de rotation perpétuelle et cette insécurité en fait qu'on créait nous-mêmes dans l'organisation. Je pense que ça a aussi gêné un certain nombre de joueurs qui ont du mal à s'imposer à un certain moment. Je pense à Lacazette par exemple qui a énormément manqué de régularité, qui s'est peut-être cherché aussi. Hein. Je pense qu'il s'est trouvé un nouveau vrai rôle et il a su, je pense, gagner en humilité. Enfin, on pourra reparler de lui, mais en tout cas, je pense qu'il y a eu vraiment un déséquilibre total pendant une bonne période et que depuis qu'il a retrouvé son 11, ses recrues, qu'il a imposé, etc., on sent que maintenant euh, c'est ce 11 ou rien. On sent vraiment que maintenant la hiérarchie elle est très claire, que si tu es fit, si t'es OK physiquement, tu joues et l'autre est vraiment derrière en backup. Et ça, c'est vraiment rassurant, je pense, pour lui et pour les joueurs et pour des jeunes joueurs qui ont besoin de régularité et de confiance. Mais je pense aussi que, comme disait Corentin, dans certains matchs, on sent qu'il veut surtout pas toucher à cet équilibre-là parce que tu sens qu'il a peur que de tout perdre, de tout basculer, peut-être d'avoir des joueurs qui perdent de la confiance en prenant
comment dire, une sortie de match comme un aveu de faiblesse, ou en tout cas, on sent que vraiment il a réussi à avoir un équilibre fragile, parce que ça reste un équilibre fragile, je suis d'accord avec ce que disait Nzai tout à l'heure. Euh, Ça reste fragile et qu'on sent que du coup sa gestion en match, ça impacte sa gestion en match. On se dit que ces changements ils sont souvent très tardifs. Ils sont à la limite physiquement. On sait qu'un Partey qui se pétait tout le temps, on n'avait plus envie de le voir laisser trop longtemps sur le terrain parce qu'il était toujours absent. Voilà, on sent qu'il y a des joueurs comme ça où on est un peu Smith Rowe, Saka, qui ont eu des petits coups de mou physiques à certains moments parce que trop souvent utilisés. C'est là où on se dit attention, parce que le jour où il y en a un qui se pète sévèrement, on va s'en vouloir énormément. Et si on gagne 3-0 contre Norwich, perd un Saka ou perd un Smith Rowe pendant 2 mois, oui, ça va gronder, c'est sûr. Euh, Mathieu, justement, sur cette gestion en cours de match, je sais que tout à l'heure j'avais posé la question sur l'effet de gestion au global. En cours de match, qu'est-ce que toi tu en penses de tout ça? Globalement, pareil que tout le monde, que c'est peut-être le point sur lequel il a le moins ses repères, Arteta, au niveau des dynamiques qu'il a réussi à créer dans son équipe, quand est-ce qu'il faut en implanter une nouvelle en deuxième période, lesquels joueurs lancer, avec quelles instructions, peut-être que c'est là qu'il a encore le moins de repères, mais comme tu disais, Thomas, je pense que d'ailleurs c'est une période qui me paraît déjà loin. Arteta, il a mis beaucoup de temps à réussir à enchaîner différents mêmes 11 avec les mêmes forces d'un match à l'autre, même avec les mêmes joueurs. Je pense que là, c'était même pas une question de modèle, une question de système, c'est une question de quelle force, quel rôle j'arrive à donner à mon 11 de départ d'un match à l'autre. Parce que tu savais jamais s'il allait encore tenter Aubameyang à gauche ou alors essayer encore dans l'axe. Il y avait aussi le fait que Lacazette et Aubameyang, bon là, ça a fini par se détacher. C'était un peu tes deux joueurs forts. Il arrivait jamais à ou les mettre les deux ensemble sur un 11 de départ ou alors à les faire enchaîner chacun chacun à leur poste favori d'un match à l'autre. Il y avait toujours l'alternance et l'équipe autour se construisait pas non plus. Il n'arrivait pas à trouver la formule. Maintenant, il a réussi à la trouver. Bon, maintenant, ça va forcément être Lacazette pour ton poste d'avant-centre. Mais tu as ta ligne de 3 derrière. Il a son équipe qui est bien construite là-dessus. Maintenant, je pense que pareil, les dynamiques de changement, les bons coups à faire, comment conserver ses forces, comment lancer des nouvelles, avec qui, ça va venir aussi progressivement, j'espère, dès cette saison. Mais c'est vrai que c'est sûrement dans son coaching et son management le point à développer. Geoffrey, justement, vu qu'on arrive déjà quasiment à 1 heure d'émission, pour voilà, un peu conclure ce bilan de ces 2 premières années d'Arteta à la tête des Gunners, quels sont, voilà, justement, on a commencé à en parler, mais quels sont les axes d'amélioration qu'Arteta peut développer, justement, en tout cas, sur ces prochains mois? En s'appuyant, en faisant le bilan, et finalement quand on voit finalement l'équipe qu'il a réussi finalement à en tirer à partir du mois de décembre, si vraiment j'en ai un, bon, il y en a plusieurs, et puis de toute façon on l'a dit avec la gestion d'effectifs et même la gestion en match, c'est surtout au niveau de son équipe et avec le 11 qu'il a réussi à sortir, le manque de prévention et les sautes de concentration, et je vais prendre notamment bien sûr, c'est beaucoup plus simple. Les défaites, voilà, qui se jouent à un but où Arsenal pouvait au moins tirer quelque chose du match. Bien sûr, je ne vais pas tirer sur le match face à Chelsea, à City, le premier match de la saison, et même à Liverpool. Je vais plus prendre les rencontres face à Manchester United, face à Everton, et là, le dernier face à Manchester City. Voilà, c'est ces sautes de concentration. Enfin, je veux dire, quand on voit un petit peu voilà, l'égalisation de garde, et que finalement, 2 minutes après, voilà, tu concèdes un penalty quand même assez bêtement. Pareil Everton, on sait très bien que de toute façon, quand on voit un petit peu cette équipe d'Everton et le fait qu'elle ait du mal cette saison, et quand tu vois ce 11, tu sais très bien que Richarlison, ça va être on va dire l'arme principale des Toffees. C'est pas comme s'il avait marqué 2 buts juste avant hors-jeu, et finalement, il se retrouve quand même à inscrire son nom sur la feuille de match. Pareil aussi, des Marais, on savait très bien qu'il avait un début de saison en feu, enfin en tout cas sur le point de vue individuel, et j'imagine que ce but-là à la fin, bon, mais évidemment, même si la frappe est absolument magnifique,
voilà, que ça a eu du pas mal vous faire souffrir aussi et criser un petit peu. Et puis bah évidemment face à Manchester City, je vais prendre l'exemple un petit peu aussi le plus simple, mais c'est aussi le plus parlant et ce qui a coûté un petit peu aussi la perte, on va dire, d'Arsenal ensuite, c'est ce carton rouge de Gabriel, enfin en tout cas ce deuxième jaune. Alors après voilà, on peut revenir sur les histoires de penalty, etc. Mais quand on voit finalement, voilà, qu'il a récolté un jaune et qu'après qu'il fait une faute de ce style-là en plein rond central, alors qu'on est quand même très très loin, en plus c'est un dégagement, qu'on est très loin des buts de Ramsdale et qu'il n'y a pas de danger, pareil, je trouve que voilà, il y a quand même pas mal de choses à améliorer de ce point de vue-là, en tout cas sur l'effectif qu'il a réussi à faire, enfin, et celle qui marche. Donc je trouve que c'est quand même un point où Arsenal, ou en tout cas Arteta, doit aussi appuyer, bah voilà, pour plus qu'il y ait voilà, ce petit écart finalement à la fin qui se crée, où Arsenal doit au moins minimum repartir avec le match nul. Euh, Mathieu, même chose. Quels sont les points d'amélioration de Mikel Arteta dans son management complet en fait? Moi, j'étais en train de regarder l'âge moyen de l'équipe. J'étais juste en train de noter pour la défense, gardien 23 ans, les 4 défenseurs titulaires 23, 24, 24, 24 ans. Je pense que c'est simplement un projet, une équipe, un effectif qui sont en train de gagner en maturité, qui n'en ont forcément pas beaucoup. Quand tu vois notamment, bah, tu dois t'en parler, l'expulsion de Gabriel face à City, une mauvaise appréciation, mais je pense que c'est un projet qui doit simplement partir sur sa continuité. J'ai pas envie de dire que ça va se faire tout seul, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont continuer de progresser. Je pense que Arteta a fait le plus dur, en fait. Il a réussi à mettre un système en place. Il a passé une vague de défaites, de critiques aussi, où son jeu ne réussissait pas. Il était pas récompensé au niveau des statistiques, au niveau du classement. Je pense que cette passe-là est derrière lui. Maintenant, il a réussi à mettre un jeu en place où je trouve que globalement, ça se base sur une ligne de 3 offensives, d'attaquants, d'apports des latéraux, qui font que tu progresses très fort sur tes matchs dans les demi-espaces, aux abords de la surface de réparation, que tu arrives à trouver des combinations dans la surface, des combinaisons avec la casette, que tu as réussi à mettre en place cette force et aussi une base défensive très importante avec White, avec Tomiyasu. On n'en a pas beaucoup parlé de Tomiyasu, mais quelle recrue. T'as ce jeu qui est haut avec White qui tient le ballon très, très haut au niveau de la ligne médiane, au niveau du rond central, qui arrive à percer balle au pied, qui arrive à faire des longues transversales, qui arrive à trouver des passes courtes, des passes qui percent les lignes et qui trouvent directement un attaquant. Donc pour conclure, je trouve qu'Arteta, il a réussi à mettre tout ça en place, que ça manque un peu de régularité face aux grosses équipes parce que tu as encore des joueurs assez novices. Tu as un Lacazette peut-être en attaque qui n'est pas non plus qui, avec son seul profil, n'est peut-être pas suffisant pour peser sur certaines défenses. Mais quand tu vois contre Manchester City, j'avais cette impression, j'ai revu le match en replay, je me suis dit City a quand même eu beaucoup de ballons en première période, mais je voyais cette intensité contre Manchester City. Arteta, il a réussi à mettre en place ce jeu et maintenant cette intensité, je trouve, ils ont réussi à mettre un premier but contre City. T'as ensuite deuxième frappe croisée, je sais plus si c'est Martinelli, je l'ai pas très bien vu, mais qui passe au ras du poteau, tu passes tout près Ouais, du 2-0 avant la Martinelli. mi-temps. Ouais. ça. Après, il y avait un Donc tu as autre réussi à aussi, mettre. un autre duel de Martinelli qui a été où Ederson y va dessus, mais voilà, ça peut faire minimum 2-0 en tout cas à la mi-temps. Ouais. Donc, je réponds pas très bien à ta question parce que tu me demandes quels sont les axes d'amélioration et je suis en train C'est de te pas grave. raconter tout ce qu'il a réussi à créer, à développer et à monter en puissance cette saison. Je pense que j'arrive pas à cibler un vrai point faible. Pour moi, je pense que les points faibles, ils résident un petit peu dans l'effectif. Je pense que t'as pas le profil en attaque avec Lacazette qui pèse suffisamment. Je pense qu'il faut un autre joueur à côté de lui ou alors changer carrément de profil de numéro 9. On parle de Vlahovic, pourquoi pas. Mhm. Je pense que ce serait une très bonne recrue. Je pense que dans ton entrejeu, t'as pas non plus les profils pour avoir une équipe régulière et solide comme Arteta le veut. Je, je pense que simplement, il lui faut des axes d'amélioration à partir de quelques recrutements encore bien sentis, peut-être des profils un peu plus cadors, un peu plus décisifs tout de suite. Mais que pour moi, l'arsenal d'Arteta, ça doit être une progression encore continue. Pour moi, ça doit juste être une continuité des choses. Mais j'ai pas une chose, tu vois, maintenant Ouais. qu'aujourd'hui, je peux pointer du doigt en disant ça doit être changé, ça, il le fait mal, ça doit être amélioré. Il y a Anzai sur Twitch qui dit jouer les matchs plus de 60 minutes, c'est aussi important. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir Arsenal s'écrouler une fois que, notamment cette saison, hein, une fois qu'on ouvrait le score, ensuite ne plus rien faire du tout. Ça, c'est aussi un point important. C'est vrai qu'on avait tendance à voir justement l'équipe, mais pourquoi vous ne continuez pas à attaquer? Pourquoi vous ne plantez pas le deuxième but? Et au final, à chaque fois, se faire reprendre ou en tout cas se faire peur. Corentin, sur les axes d'amélioration de Mikel Arteta, quels
voilà, qu'est-ce que tu as pu identifier sur ce qu'il pourrait améliorer? Bah après, ouais, c'est compliqué comme Mathieu l'a dit, de pointer une chose qui fait mal ou quelque chose qui doit vraiment améliorer. Mais moi, si je devais choisir un point où on a vraiment, où en tout cas il y a le plus de marge de progression possible, c'est dans le réalisme offensif. Je pense quand le match de City c'était assez criant. Je pense que si Martinelli il met les 3 occasions au fond, ben, je pense que ce match on le gagne et il n'y a pas de. Après, il n'y a pas de débat. Contre le match de United, c'était pareil. On aurait dû mettre beaucoup plus d'occasions au fond. Je pense qu'on marque beaucoup moins que ce qu'on devrait marquer. Et après, je ne sais pas si ça passe par le recrutement d'un numéro 9 ou si ça passe par le recrutement d'un milieu de terrain plus solide pour encore solidifier la cohérence et l'ossature de l'équipe. Ça, de toute façon, je pense qu'on pourra en parler fin janvier. Mais moi, ce que j'aimerais, ouais, c'est plus de gestes décisifs dans les 6 mètres adverses pour vraiment qu'on soit vraiment létal, comme ils disent là-bas, quoi. Peut-être un état d'esprit tueur, ouais. Ouais, voilà. Il y a Alex Mamou qui nous dit: les amis, vous pensez à qui comme recrue au milieu? Alors justement, pour le mercato et on va dire les pistes de recrutement, on va pas en parler ce soir. On refera parce une que là, émission. on est Ouais. reparti pour 1 heure là. Exactement. Et puis surtout que de toute manière, on est tous impuissants face à ça. Enfin, c'est le club qui va gérer. Après, on peut toujours donner des pistes, mais on n'est pas dans le club, donc on pourra pas faire les transferts nous-mêmes. Oui, bien sûr. Et puis en plus, surtout que, en tout cas pour le milieu et pour les pistes un petit peu cet été, enfin en tout cas surtout pour l'attaquant, enfin ça va aussi beaucoup dépendre aussi du classement, on va dire d'Arsenal. Évidemment, être 4e et être en Ligue des Champions, Ça va tu changer peux, beaucoup de choses. tu peux évidemment essayer de viser un peu plus haut et de proposer plus aux joueurs que tu souhaites vraiment que finalement d'être 5e ou 6e et d'avoir que finalement la Ligue Europa. Et voilà, évidemment, les futures grandes stars, en tout cas offensives, et même grandes stars tout court, n'aspirent maintenant plus qu'à la Ligue des Champions. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça va aussi beaucoup dépendre déjà de ce que veut Arteta, mais surtout aussi de du classement d'Arsenal aussi en fin de saison. Et pour finir, ça dépendra aussi peut-être, en tout cas pour le poste d'avancement de l'avenir d'Alexandre Lacazette. Mais pour ce qui est du mercato, on fera une émission à la fin du mercato hivernal pour reparler de tout ce qui s'est passé et des axes de progression au niveau des joueurs, de ce que ça pourrait amener pour l'équipe. Pour terminer sur les axes d'amélioration d'Arteta, je vais finir par toi, Thomas, et puis on va pouvoir refermer cette émission. Voilà, est-ce que toi tu as identifié un ou deux points que Arteta pourrait améliorer? Moi, j'en verrai 2. Pour moi, il y a la gestion des temps faibles dans un match. On voit on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que on sait que sur certains temps, il y a de la fragilité encore chez les jeunes de cette équipe. Et on sent que par moment, on est capable de déjouer un peu quand on se sent un peu fébrile, peut-être un peu plus parlant encore en septembre, encore en octobre. On sentait que dès qu'on pouvait marquer un but, 2 buts, prendre l'avantage, on pouvait vite s'écrouler par manque de confiance en fait de la part des joueurs. On l'a moins maintenant, mais on sent quand même que suffirait d'un ou deux revers de suite pour que on soit plus tout à fait confiant quand on mène, notamment au score. Donc voilà, je pense qu'il y a déjà cette gestion des temps faibles, et ensuite, moi je dirais la gestion des égos, parce que on en a parlé tout à l'heure, on ne peut pas se permettre d'être tout le temps en conflit avec certains joueurs de son équipe. Je pense aussi qu'il y a autre chose qui va rentrer en compte, c'est que si on cherche à avoir des top joueurs, des top class players, en pointe, par exemple en attaque ou sur certains postes clés au mercato, il faudra aussi gérer l'ego de ce type de joueurs-là. Il faudra qu'Arteta apprenne à les gérer. Et si qualification européenne il y a, il faudra gérer le temps de jeu. Des mecs qui veulent tout jouer la Ligue des Champions, ils seront tous à vouloir jouer la Ligue des Champions. Donc il faudra gérer les frustrations. Aujourd'hui, tu as que la première ligue quasiment et la coupe. C'est plus facile à gérer, je pense. Demain, s'il y a Ligue des Champions, s'il y a gros joueurs qui arrivent, on l'a vu avec Solskjaer un peu à United,
On voit que c'était très compliqué quand Ronaldo est arrivé. On voit que c'était très compliqué quand il y a avec Pogba. Voilà. Arteta, s'il y a un palier à passer, c'est accepter de gérer ces personnalités-là. S'il veut aussi passer le cap avec le club, c'est pas juste de les envoyer de nous renvoyer en Ligue des Champions, c'est aussi d'être un top class manager et de gérer des super joueurs. Non pas que ceux qu'on a actuellement ne sont pas des super joueurs, mais je dirais que c'est lui qui les a un peu amenés à ce niveau-là et ils leur doivent quelque chose, quoi. Tomiyasu, Ramsdale, etc. Ils savent qu'ils doivent quelque chose à Arteta. Ceux qui arriveraient, je l'espère, des grands noms, voilà, ils auront peut-être moins de choses à lui devoir. Et puis pour finir, justement, on sait que la saison est encore longue et que tout ce qu'on a pu dire de positif ce soir sera très très vite effacé si Arsenal enchaîne une série de défaites. Et donc je vais toucher du bois pour pas que ça se passe, hein, mais voilà, on sait tout de suite que dans le foot ça peut aller très très vite, malheureusement dans les deux sens. Enfin, le succès peut arriver très vite et le déclin, on va dire, la chute peut être très très rapide. Donc voilà, la saison est encore longue. Arsenal est 4ème, mais il y a des matchs en retard derrière nous, dont notamment Tottenham qui peut nous passer devant si Tottenham gagne tous ses matchs. Donc voilà, la saison est encore longue, Arsenal n'est pas encore en Ligue des Champions et il faut nuancer aussi tout ce qu'on a pu dire. On sait que le foot va très très vite. En tout cas, merci à tous. Merci les gars d'avoir participé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ceux qui étaient sur Twitch de nous avoir suivi. Je rappelle bien évidemment que vous pourrez retrouver des extraits et puis cette émission en entier sur toutes nos plateformes, que ce soit en podcast ou en vidéo. Merci Geoffrey, merci Mathieu, merci beaucoup d'avoir Merci les gars. accepté Merci à notre vous. invitation et merci pour vos interventions très pertinentes. Merci Thomas et Corentin, les gars d'AFC, d'avoir accepté aussi de venir ce soir. Merci les gars. Yes. Merci à toi Albin. Et donc, Merci, Albin. mais pas de souci, c'est mon job. Et puis nous, donc, on se retrouve dimanche soir à 18h10, en tout cas après le match, donc vers 20h, pour les 32e de finale de FA Cup entre Nottingham Forest et Arsenal. Salut tout le monde!